Bon, alors, je vais combler. De toute façon, il est pas l'heure. Alors, on va vous parler de ça, évidemment. Mais ce qu'on va faire avant de commencer, on va essayer de vous connaître un peu mieux. Et je vais faire une session un peu interactive pour comprendre ce que c'est votre rôle aujourd'hui. Donc, j'imagine que dans la salle, il y a des responsables formation. Qui est responsable formation en levant la main? D'accord. Qui est ingénieur pédagogique? OK. Qui est formateur? Ah, il y a un demi-formateur, au fond. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes expert métier, peut-être? Il n'y a pas d'expert métier. Oui, vous êtes experte. Technologie. D'accord, super. Donc c'est bien, on a une salle remplie de personnes avec différents rôles et ça va vous parler parce que ce qu'on va vous présenter, en fait, s'adresse un petit peu à tous les rôles qu'on vient d'identifier ici. Ça fonctionne pas? Ok, bon, je te passerai le micro. Donc, il nous reste encore 1 minute. Bon, on va commencer par se présenter, hein, comme ça, on va pas commencer officiellement. Donc, enchanté, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Si vous voulez évidemment qu'on passe plus de temps ensemble, on a notre stand juste là, si vous levez la tête, vous avez l'énorme panneau EdTech qui est juste derrière, donc P70. Moi, c'est Alexandre Lec, je suis cofondateur de la société et CEO, et je suis avec mon associé Mathieu. Bonjour, Mathieu Massé. Donc moi je suis cofondateur avec Alexandre et moi je suis directeur produit et technique. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne sous le capot et ce qui arrive après, n'hésitez pas. Voilà, donc vous avez compris, moi je vais présenter et pour toutes les questions c'est lui, voilà, je me retournerai vers lui. Donc n'hésitez pas à avoir des questions super compliquées, vous voulez parler de traitement de la donnée, de sécurisation de tout le système, c'est lui, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un copilote IA. Alors, point qui est très important, on est dans le secteur de la formation depuis plus de 15 ans. Pour ma part, j'ai d'abord commencé par créer une société qui s'appelle EduFactory, qui a été spécialisée dans la création de formations multimodales. Cette société a été rachetée par le groupe Alten en septembre 2023, mais ça nous a permis en réalité de voir toutes les pratiques du secteur pour créer de la formation. Et c'est en analysant en fait les pratiques des différents usages que vous êtes dans la salle qu'on a décidé avec Mathieu, il y a maintenant 3 ans, de créer un copilote avec un outil auteur intégré, c'est la nouveauté du salon, qui s'adresse à l'intégralité des créateurs de formation. Donc, la première chose à laquelle on a voulu s'adresser, c'est ce graphe-là, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez lu le rapport de l'OCDE qui date déjà maintenant de 2022 et qui dit que, à l'époque, dans les années 80, une compétence avait 30 ans d'espérance de vie. En 2022, c'était 2 ans. Et ça, c'était avant l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc ça vous laisse imaginer à quelle fréquence il faut être en capacité de créer du contenu et de le mettre à jour. Aujourd'hui, on considère qu'il y a moins d'1 an d'espérance de vie pour une compétence, et donc pour le module associé, et donc pour les mises à jour. Ça, c'est quand même un point un petit peu marquant, parce qu'en réalité, si on prend les pratiques habituelles pour créer de la formation, on ne va pas pouvoir répondre à cet enjeu. Donc, on a créé un copilote. C'est quoi un copilote ? Premièrement, c'est un outil qui va représenter votre quotidien et qui va accompagner le pilote, d'où la terminologie copilote. Quand on commence un projet de formation, pas de surprise, on commence par soit la page blanche, si on n'a absolument rien, soit plein de documents, plein d'éléments, plein de vidéos. C'est elle qu'on va devoir mettre à jour. Et ça, c'est la fonction première du copilote. C'est de travailler avec vous pour éliminer le syndrome de la page blanche ou faire des analyses de tout ce que vous avez dans les mains. Une formation obsolète, une vidéo d'expert, des heures en amphithéâtre, etc., etc. Puis, on va s'attaquer à l'ingénierie pédagogique. Et là, le copilote va être en capacité de faire des recommandations sur le cadrage, sur la structure du module, etc., etc. Et donc, tout ce que vous faites dans votre quotidien. Et enfin, et seulement enfin, on va parler de la partie auteur, où là, on va faire du montage. Et en réalité, les outils de l'époque sont des outils qui ne permettent de faire que de la consommation. Quand on parle de auteur, c'est vraiment pour faire du montage, de la création de contenu, création d'activité. Maintenant que tu as un micro, n'hésite pas à me couper si je dis des conneries. Je te couperai. Ah, magnifique. Voilà, donc le copilote, c'est ça. C'est être en capacité de vous accompagner à chacune des étapes et de pouvoir l'exporter à n'importe quel moment. Le mettre à jour, le modifier, changer votre contenu, votre cadrage, l'ingénierie, parce que vous avez eu des retours des apprenants, parce que vous avez eu des nouvelles informations à donner au copilote. Et donc, au fur et à mesure, vous faites des versions, vous les mettez à jour et vous donnez donc vie à vos contenus de formation en les exportant dans n'importe quel type de format, sur n'importe quel type de LMS. On a des intégrations qui sont plus poussées avec certains des acteurs qui sont présents ici. D'ailleurs, il y a RiseUp, il y a Moss, il y a Cegid
Et on est en train d'avancer aussi beaucoup avec Moodle. Mais donc, de toute façon, vous avez tous les formats d'export interopérables, du SCORM, etc., etc. Là, je vais peut-être te laisser la main d'ailleurs, Mathieu, sur nos engagements IA. Alors, nous, on a des engagements forts sur toute la brique de l'application. C'est Ethic First. Quelle que soit la fonctionnalité, elle passe d'abord par des spécifications éthiques avant de passer sur les spécifications fonctionnelles. Et c'est encore plus présent sur la partie IA. On a un engagement fort sur un système d'IA souverain. Donc nous, tout est hébergé en Europe et en France. Respectueux de la protection de la donnée, c'est vos données, ce sont vos données. Quand vous mettez des documents, ils sont sécurisés, on ne garde pas les documents, on les absorbe, ça rentre dans la mémoire de votre module, uniquement de votre module, et on supprime le fichier. C'est aligné sur l'IA Act, c'est même en avance sur l'IA Act. On travaille sur des projets européens, avec Prometheus X notamment, où on est en avance sur l'IA Act, et donc on essaye d'être proactif là-dessus. Et enfin, conçu pour optimiser la consommation et développé uniquement pour l'industrie de la formation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'IA pour faire du tout venant, pour générer des mails, pour générer... Nous, nos modèles d'IA, ils sont là pour vous accompagner en tant que concepteurs pédagogiques, point. Donc c'est leur métier et c'est comme ça qu'on les forme. Parfait, merci. Donc, vous avez compris, c'est extrêmement sécurisé. C'est d'ailleurs avec cette démarche-là qu'on a réussi à travailler avec le ministère des Armées, le commissariat d'énergie atomique ou la Marine nationale, parce qu'on a un environnement ultra sécurisé. Justement, en parlant de clients, point qui est très important. On a fait le lancement l'année dernière, pour information, la commercialisation, dans ce même salon. Et en un an, on a 130 clients qui nous ont rejoints. Et un des grands paris qu'on s'était fait avec Mathieu, c'est de se dire, à l'ère de l'IA, c'est une nouvelle génération, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre. Il y a des barrières qui se cassent, et peut-être d'autres qui se créent, mais en tout cas des barrières qui se cassent. Et la première, c'est des usages en fonction des typologies des clients. On s'était dit, notre outil, il sera approprié pour 3 grandes typologies de clients. Premièrement, les entreprises, ça ce sont quelques exemples de logos avec lesquels on travaille. Et la barrière qu'on a aussi réussi à casser dans les entreprises, c'est qu'on disait souvent que la méthode pour produire de la formation quand on est expert métier ou expert de la pédagogie n'était pas la même, mais en fait l'IA peut s'adapter à son utilisateur. Et donc on a dans ces noms-là des utilisateurs qui sont experts métier ou experts de la pédagogie ou experts des deux, ou ils peuvent collaborer directement sur la plateforme et créer de la formation ensemble. De la même manière, les organismes de formation, on travaille avec beaucoup d'organismes de formation, on a à peu près un tiers sur chacun des 3 catégories que vous allez voir qui travaillent avec nous. Et pour terminer, évidemment, les établissements d'enseignement, on travaille avec eux également. Et là, de la même manière, on travaille avec des professeurs, on travaille avec des responsables pédagogiques. Et demain, on va avoir une grosse présentation avec justement l'EM Normandie. On va en parler juste après. Donc, en termes d'usage, qu'est-ce que ça veut dire? N'hésite pas à me compléter derrière là-dessus. Pour prendre un exemple, avec le groupe Wurt, on s'est rendu compte, et ça, ce sont que des données des clients, qu'ils ont divisé par 20 le temps de création de formation. Ils ont pris 3 mois d'avance sur le programme de l'année dernière. Et ils ont été en capacité justement de faire collaborer des experts métiers et des experts pédagogiques, parce que cette barrière de mettre à disposition et d'avoir du temps libre des experts métiers était très compliquée avec les méthodes initiales. Les organismes de formation, prenons cet exemple, ils gagnent du temps aussi avec leurs clients finaux. Donc ils sont en capacité de faire des propositions en séance aux clients ou très rapidement sur des appels d'offres, de générer évidemment du contenu et des activités. Ça, on vous fera une démonstration sur le stand avec plaisir. On peut aller vraiment très très loin dans ce qui est capable d'être créé sur la plateforme et d'accroître la productivité et la créativité parce qu'ils ont plus de temps sur les tâches à très forte valeur ajoutée. Et pour terminer, je vous le disais tout de suite, on a une conférence demain avec l'EM Normandie. Là, je vais peut-être te laisser compléter parce que c'est toi qui la présente avec le patron de l'innovation de l'EM Normandie. Ils ont été en capacité de faire ce qui était impossible avant. Et là, c'est la création de 1200 parcours de 35 heures chacun en moyenne en 20 nuits. 20 nuits parce que ça coûte moins cher de faire tourner les serveurs la nuit. C'est uniquement pour ça, c'est pour réduire les coûts. Et c'est plus écologique. C'est plus écologique, c'est pour ça, évidemment. Et on aurait pu le faire de manière encore plus rapide. Et le tout uniquement à partir de fiches syllabus. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mathieu, parce que c'est quand même un joli projet. Je vais compléter. Je vais commencer juste par la première partie. On parlait tout à l'heure d'experts métiers. Et Alexandre présentait lors d'un slide que la première phase, c'était le cadrage avec les documents sources, tout ça. Ce qui est important, c'est que pour les entreprises, ils se sont aperçus que cette première phase de cadrage, l'expert peut venir fournir la matière première, soit en apportant des documents, de la documentation technique pour le besoin de la formation, comme auparavant il pouvait le donner à un ingénieur pédagogique qui devait ensuite l'absorber, essayer de comprendre le métier de l'expert et tout ça. Mais également, il y a des clients qui disent
ok, moi j'ai un outil comme Teams, l'expert il va se faire une réunion tout seul et dire je l'enregistre, il va faire son blabla, il va expliquer les choses, il va donner la vidéo qui va devenir un fichier d'entrée également, plutôt que de rédiger tout ça. Donc ça c'est très important parce que c'est ici que les entreprises y gagnent beaucoup. L'expert intervient dès la phase de cadrage et fournit la matière première. Je reviens sur le cas ici EM Normandie. On a une stratégie qui est double. La première, c'est accélérer et permettre de pouvoir créer des contenus de formation. Et deux, c'est garder notre verticale éthique. L'énergie consommée par l'IA, elle est importante, notamment pour refroidir les serveurs. Donc la stratégie, ça a été de dire on va travailler sur la nuit. La nuit, les serveurs sont rafraîchis plus naturellement, hein, il fait moins chaud. Et donc du coup, on est en capacité d'allumer un serveur dédié à ce traitement-là. Il va tourner juste pour ce traitement-là et il va s'éteindre juste à la fin. Donc il n'y a pas des serveurs qui tournent 24 heures sur 24 pour des besoins. Et là-dessus, on a un système d'agents d'IA. Donc en fait, on monte une équipe de modèles d'IA qu'on a entraîné à faire le travail de la conception pédagogique Alors, on va commencer par l'ingénierie de formation pour le découpage du parcours en modules de formation, puis ensuite l'ingénierie pédagogique, puis ensuite l'écriture. On a un copywriter qui s'occupe de faire la relecture et de faire des retours à l'auteur pour pouvoir lui dire il faudrait améliorer ceci, il faudrait ajouter des images, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, au bout de 20 nuits, on a traité 1200 syllabus. Je crois qu'on... Marche plus. Ah si, c'est bon. Je crois qu'on ne devait pas en parler des agents d'IA. Tu m'avais pas dit c'est ce qu'il y a sous le capot, on n'en parle pas? On en parlera plus sur le stand. On en parlera plus sur le stand. Donc vous avez compris, on ne fait pas simplement de la consommation de modèles, on va beaucoup plus loin, on a une infrastructure d'agents très complexe, c'est ce qui fait évidemment notre réussite, et avec grand plaisir pour en parler plus en détail, et c'est ce qui nous permet d'avoir ces résultats aussi performants. En parlant de résultats, on va parler de quelques chiffres. Alors, certains chiffres font plaisir, d'autres peuvent faire peur, mais ce sont les chiffres de nos clients, d'accord? Et c'est une moyenne. Sur le volume, on s'est rendu compte qu'avant d'utiliser notre copilote, les clients pouvaient créer 1 à 2 ressources, contenu d'apprentissage par mois. On parle d'un module de formation, d'une ressource d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est 15 par mois en moyenne. Voilà la moyenne à peu près d'utilisation avec notre copilote. Donc ça vous laisse imaginer la capacité en fait de pouvoir itérer, modifier, améliorer et rendre un contenu meilleur. Deuxième point, le prix. Attention. À l'époque, 1 heure de e-learning, 30 minutes, ça pouvait coûter à peu près 10 000 € quand on faisait du sur-mesure. Allez, entre 7 et 15 000 €. Aujourd'hui, c'est à peu près ça, Mathieu, le coût? Voilà, c'est à peu près 3 € si vous n'avez pas à lire, avec une mise à jour à 1,5 €. Ça, c'est une réalité, c'est une moyenne chez nos clients. Attention, c'est une moyenne. Ensuite, on va parler de productivité. Alors, ça peut fâcher ou ça peut faire plaisir. Nos clients nous disent en moyenne qu'à chaque utilisation du copilote, donc chaque licence qu'ils prennent, c'est l'équivalent en productivité d'une équipe de 10 ou 20 personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils recrutent moins, hein. Attention, parce qu'on les a attaqués, attention, ils vont moins recruter. Non, ça veut dire qu'avec une équipe plus restreinte, ils sont plus productifs. Et ça, c'est en moyenne. Donc c'est un point qui est quand même très important. Et pour terminer, donc le gain de temps, évidemment, qui est associé, c'est que la création de modules pouvait prendre 2 semaines à 6 mois. Et aujourd'hui, on peut en faire un en même moins de 3 heures. On peut le faire, vous allez voir, en 20 minutes. Je sens que tu as envie de compléter là. Exactement. Je vais compléter pour la partie productivité parce qu'il y a un retour qui est très important qui a été fait par les indépendants qui utilisent la plateforme également, qui utilisent notre outil. C'était très important pour nous aussi de pouvoir sentir la sensibilité des gens. Et on fait assez régulièrement des sondages. Les indépendants, les freelances, concepteurs pédagogiques nous ont dit « Je n'ai pas baissé mon coût journalier, je n'ai pas réduit le nombre de jours que je facturais pour un module, c'est simplement que je me suis dégagé du temps pour pouvoir donner plus d'expertise pédagogique, pour proposer plus d'alternatives à mes clients. Donc en fait, quand je suis en phase de proposition à l'issue du cadrage de plusieurs possibilités de déroulé pédagogique, en fait, au lieu d'en proposer 2, je suis en capacité d'en proposer 4 parce que j'ai gagné du temps et je suis plus efficace. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que quand on disait c'est pas réduire les effectifs, c'est pouvoir avoir le choix et pouvoir faire mieux. Exactement, et 100% de nos clients nous disent avoir plus de créativité parce qu'il n'y a plus de syndrome de la page blanche, parce qu'il y a des recommandations qui sont faites et que ça permet de venir compléter et d'avoir la plus forte valeur ajoutée sur le temps humain qui est passé. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour ce salon, ce qu'on annonce, c'est justement la sortie d'une nouvelle brique qui a été un gros travail avec l'équipe de développement, qui est la partie authoring. Donc on avait déjà à l'époque l'utilisation de l'outil auteur H5P, que vous connaissez peut-être, l'outil open source sur Moodle. On a voulu aller plus loin et compléter en créant notre propre outil auteur qui est intégré dans le copilote.
Donc, vous l'avez compris, notre démarche de copilote, c'est de pouvoir y intégrer un maximum de briques pour pouvoir accompagner au mieux les départements formation. Et ça, c'est cette brique qui est venue en surcouche, donc en claire, nette amélioration sur la partie H5P. Donc, nous, on a créé ce qu'on appelle un éditeur de blocs. Ça revient dans le terme un petit peu classique à un outil auteur, mais c'est beaucoup plus fin comme lecture. C'est-à-dire qu'on va être en capacité d'avoir une granularité du contenu qui est créé extrêmement fine. Et ce sont ces grains qui vont permettre de créer le contenu. Ce qui permet un gain de temps précieux, une personnalisation sans limite et une créativité qui est décuplée. Ça, encore une fois, on n'a pas voulu un atelier où on fait une démo pendant 20 minutes et on vous tient dessus. La démo outil, elle se fait évidemment sur le stand pour ceux qui nous ont rejoints après. Juste là, EdTech P70. Donc cet outil, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir aller le plus loin possible pour que vous puissiez créer des versions. C'est ce qu'on vous présentera. L'idée de cet outil auteur, il tourne autour du fait de pouvoir ajouter, modifier, mettre à jour une fois que vous avez fait les 3 premières briques. Donc la partie analyse, brainstorm, ingénierie et la partie authoring. Mathieu, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, parce on est bon en timing. Exactement. Je vais prendre le relais parce que du coup, là, je vais parler un petit peu de la suite, ce qui va arriver par la suite. Pourquoi est-ce qu'on parle d'éditeur de blocs? C'est parce que dans une séquence d'apprentissage où vous allez créer un contenu, vous le créez bloc par bloc, qui est le grain le plus fin chez nous. Et ça veut dire que demain, et c'est littéralement demain, alors après-demain, sinon je vais avoir un engagement de roadmap, mais après-demain, quand vous avez un module qui est créé, on va être en capacité de vous faire des recommandations suite à ce qu'ont pu faire les apprenants, les statistiques qui peuvent remonter, et vous dire ce bloc-là, ce paragraphe dans la séquence, il faudrait le reformuler parce qu'il y a eu tant de résultats sur le quiz qui a suivi, ou bien lorsqu'on va avoir des questions, des feedbacks apprenants disant j'ai pas bien compris cette notion, tout ça, on va pouvoir analyser et pouvoir vous dire dans ce bloc-là exactement, on aurait pu étayer, apporter un peu plus d'informations et ça aurait répondu à 80% des étudiants, des apprenants qui avaient des questions sur le sujet. Donc vous comprendrez qu'on est vraiment dans une démarche de copilote, pas uniquement pour la création, mais également pour pouvoir adapter le contenu. Je ne parle pas d'adapter, je parle d'adapter le contenu finalement aux apprenants parce que mon module peut être bon, mais si toutefois à un moment le cursus scolaire en amont, les écoles de commerce a changé tout ça, ils arrivent avec finalement des prérequis, des compétences qui sont différentes et donc j'ai potentiellement besoin de modifier, d'adapter mon contenu pour qu'il vienne combler des lacunes et une certaine compréhension. Donc là on a un degré très fin au niveau de chacun des blocs. C'est un point très important qui vient d'amener ici. Et après, on clôturera là-dessus et on va ouvrir aux questions parce que justement, c'est très important d'avoir vos questions. C'est que l'IA, comme je disais tout à l'heure, c'est le début d'une nouvelle ère et également pour les outils. Donc, vous l'avez compris, nous, sur la partie analyse, brainstorm, ingénierie, donc toute cette brique de création de contenu, mais comme l'a dit Mathieu aussi, sur la partie expérience apprenant. C'est quoi aujourd'hui de l'adaptive learning si on prend les systèmes de l'époque à faire des storyboards avec le choix des personnages et créer de l'arborescence à l'heure où l'IA en réalité n'a plus besoin de ces chemins-là. Donc il faut tout repenser intégralement et c'est là où vraiment nous on a voulu avoir cette démarche avec l'IA au centre, cette infrastructure d'agents et évidemment on vous présente tout ça sur le stand. On vous a mis un QR code. Nos clients ont déjà accès au programme de Early Adopter. Donc s'il y a des clients dans la salle, vous avez déjà accès, vous pouvez souscrire à ce programme. Pour ceux qui veulent avoir accès à l'outil en avant-première, vous pouvez scanner le QR code. Et pour ceux qui ne veulent pas scanner le QR code, eh ben, vous pouvez poser des questions, parce que c'est maintenant, on a 2 minutes pour pouvoir poser des questions. Donc si vous voulez lever la main, on va prendre vos questions. C'est toujours la première question la plus dure. Je vous ai dit dès le début, vous pouvez poser des questions complexes sur la sécurité, sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Au pire, il ne répond pas. Voilà, première question. Est-ce que vous gérez le multilangue? Alors, on gère le multilangue de plusieurs manières. Vous pouvez mettre des documents d'entrée en 6 à 9 langues. Là, c'est une question de est-ce que c'est déployé ce soir ou est-ce que c'est déployé vendredi. Et on génère dans ces 9 langues aussi en output. Donc en fait, vous pouvez travailler avec l'IA dans votre langue, en français, et lui dire que c'est un module qu'on doit produire en anglais, en espagnol, en italien, portugais, voilà. Et également, en fait, en entrée, on peut mélanger les langues. On peut avoir un document de formation obsolète en français, un document de recherche en italien, rajouter une vidéo en portugais, travailler sur la plateforme en français et en anglais et produire de l'espagnol.
sur la plate. Ça, c'est déjà en ligne. Ça, c'est déjà ce qui Exactement. fonctionne. On a des clients internationaux qui justement ont des documents sources parce que l'équipe technique est au Mexique, l'équipe projet est en France, tout ça, et donc ils mixent avec différentes langues en entrée et on travaille là-dessus. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quel type d'activité pédagogique Alors, c'est quel type d'activité pédagogique on propose, c'est ça. Donc, en fait, comme on a une logique de bloc, on va parler modalité et on va parler activité. Donc, comme on a un éditeur de bloc, vous pouvez créer beaucoup de modalités qui vont être des études de cas, qui vont être des cas pratiques, tout ça. Et chacun des blocs, vous allez pouvoir les consommer en fonction de ce que vous voulez produire. Et alors, on ne l'a pas dit au tout début, mais nous, tout l'outil, il est créé à partir de demandes des utilisateurs. On a une démarche produit first, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui demandent et notamment, là, la consigne pour les commerciaux qui sont sur le stand, c'est de noter tous les types de blocs qui pourraient être demandés par les clients qui passent et les prospects qui passent sur le stand ou les types de modalités ou d'activités qu'ils peuvent émettre pour pouvoir voir quels sont les blocs qu'on doit créer pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, vous avez par exemple la possibilité, dans une séquence de type pratique, de pouvoir demander de générer un escape game, de pouvoir demander de créer un jeu de rôle, tout ça. Une étude de cas, une mise en situation, un apprentissage théorique, des intros, des conclusions, bien évidemment. Après, on a des activités simples, QCM, QCU, texte à trous, que vous connaissez très bien, et des activités plus complexes, des activités de flashcards, de choix d'images. En fait, pour l'instant, on a l'intégralité des briques de Lego qui sont suffisantes pour construire tout ce qui nous a été demandé. Pour l'instant, on n'a pas de trou dans la raquette. Voilà. Très bonne question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, question au fond. J'arrive. Quel avantage vous avez par rapport aux outils auteurs tels Articulate qui a déjà intégré l'IA dans leurs outils? Merci, c'est une très bonne question. Tu veux répondre quoi? Alors, moi, je vais répondre, et là, du coup, on sort un peu du contexte. Je vais répondre de manière un peu chauvine. Venez sur le stand et vous nous direz quelle est l'avance qu'on a sur les autres outils auteurs. Avec grand plaisir. Je vais faire une réponse plus complète. Mais ça, je rejoins parfaitement Mathieu. On n'a absolument rien à voir avec un outil auteur, parce qu'un outil auteur n'est qu'une brique pour faire ce qu'on appelle du prototypage, du montage. L'outil auteur était utilisé, aujourd'hui, même s'ils intègrent de l'IA, était utilisé pour mettre ensemble des briques de contenu existants. Nous, en réalité, ce qui est au cœur de ce qu'on produit, c'est le contenu. Vous l'avez compris, c'était la première slide sur l'obsolescence des compétences. Donc le vrai travail pour nous, c'est que les établissements d'enseignement, les départements formation prennent le pouvoir sur leur contenu et leur savoir et le mettre à jour. L'outil auteur ne sert en fait qu'à créer un moyen de consommation. Je vais créer un e-learning ou je vais créer un présentiel. PowerPoint est un outil auteur pour du présentiel. Donc un outil auteur, c'est PowerPoint. Nous, on a un copilote, c'est vraiment une autre démarche, c'est un autre niveau. Et l'outil auteur, comme vous l'avez vu, c'est une des dernières briques qu'on a rajoutées. On s'y est attaqué qu'à la fin. Parce qu'il existe des solutions open source qui fonctionnent très bien, qui font le job, qui sont améliorables. C'est pour ça qu'on s'y est attaqué aujourd'hui. Mais qui ne sont qu'une brique pour la consommation. À l'heure de l'IA, aujourd'hui, il y a des outils auteurs qui font des deepfakes, des Synthesia, des Colossian, qui sont d'autres outils qui permettent de faire du vidéo learning, d'autres qui font de la simulation de son. Donc l'outil auteur, il faut le voir aujourd'hui comme un moyen de consommation plutôt que comme un outil qui permet de travailler sur le contenu. Merci beaucoup pour la question, elle est très intéressante. P70 pour le stand. Oui, P70. On me fait signe là-bas, je dois m'arrêter. Merci beaucoup pour vos questions, merci pour votre participation et avec plaisir pour vous retrouver juste en face là-bas sur le stand en P70.